Bonjour, aujourd'hui je suis avec Erwan Cario, mais également avec Médoc, et nous allons parler de ce bouquin, La grande histoire du jeu vidéo, justement écrit par Erwan. Bienvenue dans Extra Life. Alors on va commencer direct par parler un petit peu genre bouquin en règle générale. Ton bouquin, c'est pas le premier à être sorti sur l'histoire du jeu vidéo. Et en plus, il y a une grosse actu en ce moment. Donc, j'avais noté par exemple il y a quelques temps, il y a Daniel Ishbia qui avait sorti l'histoire du jeu vidéo. La grande saga. La grande saga du jeu vidéo. Voilà, qui est d'ailleurs disponible depuis peu de temps là sur la iBook. Donc voilà. Et ensuite, il y a Marcus également, qui vient de sortir un bouquin qui a à peu près, on va dire, le même format, mais pas tout à fait non plus. Mais en tout cas, un gros bouquin. Pareil. Beaucoup d'illustrations. Est-ce que tu peux, on va commencer par celui-là rapidement, est-ce que tu peux nous dire deux mots? On aurait souhaité avoir Marcus en plateau avec nous, mais bon, en ce moment, il était en tournée un peu partout à travers la France, donc voilà, c'est pas possible. Alors, déjà, je tiens à dire, je suis content, Erwan, que tu participes à cet Extra Life. Et ça fait plaisir, parce que vu qu'on parle de bouquins, une petite dimension Zemmour et Nolo, et du coup, moi, je vais faire Zemmour. Dis donc, les Noirs. Non, je plaisante, évidemment. Donc, le bouquin de Marcus, écoute, j'ai trouvé ça très bien. Déjà, il a eu la gentillesse de me l'envoyer et puis de me le dédicacer, donc ça fait toujours plaisir. Et puis, je t'avoue, donc quand j'avais entendu parler de ce projet, tu sais, Marcus, il est très grand public. Il a raison, en un sens, de s'inscrire dans ce style de truc-là. Mais j'avais simplement peur que ça soit un petit peu trop léger, un petit peu trop survolé. Tu sais, quand t'es pas les médias qui sont pas forcément spécialisés en jeux vidéo, et puis même certains qui disent l'être, quand ils parlent de l'histoire du jeu vidéo, souvent ils vont te dire ouais bon bah t'as eu Pong, Atari et tout ça. Après ils vont te dire bon bah il y avait Mario, Sonic, et puis les mecs ils vont terminer sur Lara Croft, Call of Duty et GTA, tu vois. Et puis ouais c'est bon, on a fait le tour de l'histoire du jeu vidéo. Et moi j'avais peur de ce truc-là, et c'est pas du tout le cas. Et en plus, tu ressens vraiment la patte de Marcus dans ce bouquin-là. C'est que t'as vraiment mais c'est ça qui est vraiment excellent. On connaît tous bien Marcus, et voilà, c'est vrai que c'est pour les gens qui aiment Marcus. Voilà, c'est les jeux vidéo par Marcus. C'est très coloré, c'est drôle, c'est la façon d'écrire, on reconnaît Marcus. Enfin, il y a vraiment, c'est vraiment agréable là-dessus. C'est vraiment un beau livre. Ouais, c'est le premier d'une série en même temps. Exactement. Ouais. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que ça reste pas le level 1, quoi. Il va chercher des jeux. Disons qu'on peut difficilement le taxer d'avoir oublié entre 70 et 90, d'avoir oublié des jeux. Quand t'es un joueur de mon âge, par exemple. C'est-à-dire de certaines expériences, tu peux pas vraiment dire ouais non celui-là tu l'as oublié, truc et tout ça. Tu sais, il y a eu ces guerres Sega versus Nintendo, Amiga versus Atari, tout ça. Alors sachant qu'Amiga c'était pour les justes et tout. Bref, il revient dessus. Il revient sur ces guerres-là et avec des exemples de jeux super pertinents. Bref, c'est vraiment bien fait. Je suis content qu'il ait sorti ça. Bah ça fait deux bouquins donc à lire, donc qui sortent quasiment là en même temps. Genre c'est un truc assez hallucinant, mais c'est vrai que genre autant il y a quelques années, il y avait énormément de livres qui sortaient aux États-Unis consacrés à l'histoire du jeu vidéo. Ensuite, on a eu toute une mouvance consacrée au game design, donc énormément d'ouvrages avec la multiplication des écoles par exemple consacrées au développement de jeux et à former des gens pour développer des jeux. Et puis maintenant, on a justement toute une génération de journalistes qui ont travaillé pendant des années, genre à parler du jeu vidéo. Très souvent, c'est plus ton cas. Moi, j'ai toujours travaillé un petit peu, comme toi ici, dans la presse spécialisée. Donc, on était acquis, on avait un public acquis qui était présent. Toi, tu travailles dans un grand magazine, donc quotidien, voilà, qui est grand public. Donc, tu as dû, à mon avis, batailler pour devoir parler du jeu vidéo, pour pouvoir en parler comme étant un point culturel important.
Eh ben pas vraiment en fait, pas vraiment. J'ai eu la chance de commencer à écrire sur les jeux vidéo à Libération et le terrain avait été défriché avant moi, notamment par Olivier Séguret, qui est critique cinéma à Libération et qui a commencé à parler des jeux et qui a sorti, lui il avait peut-être dû batailler à l'époque, mais en juillet 97, la première une d'un titre généraliste sur le jeu vidéo, c'était Libération qui a mis Lara Croft en une dès juillet 97. Donc moi j'ai commencé à écrire en 2001, donc c'est vrai que c'est après mes débuts qu'on a commencé à consacrer une page hebdomadaire dès 2001 sur le jeu vidéo. Et c'est vrai qu'à Libération, moi j'ai cette chance que jamais personne ne s'est dit non mais c'est le jeu vidéo, on s'en fout, c'est petit. Et moi j'ai toujours été très étonné. C'est vrai que bon, Libération c'est quelque chose, mais je pensais dès 2001 que ça y est, tout le monde s'y mettrait, toute la presse généraliste s'y mettrait. Dans 2 ans, on aurait une rubrique jeux vidéo dans Télérama. Dans 4 ans, on aurait une rubrique jeux vidéo dans Le Monde. Ça a mis beaucoup plus de temps que ça. Maintenant, ça commence à arriver petit à petit, mais il y a encore beaucoup de médias très frileux sur le sujet. Ouais. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de déjà ton parcours dans le jeu vidéo? Tu as commencé donc à écrire pour Libé en 2001, mais auparavant, quel était ton lien avec le jeu? Est-ce que tu avais écrit des choses ailleurs? Alors sur le jeu vidéo, pas du tout. J'avais rien écrit sur le jeu vidéo, j'avais écrit sur d'autres sujets un petit peu avant. Et c'est un peu par hasard que, un jour, c'est vraiment une discussion de couloir à Libération où on m'a proposé comme ça. Ah tiens, t'aimes bien les jeux vidéo? Ouais. Mais ça te dirait pas d'écrire? Alors je dis bah oui, pourquoi pas. Et c'est vrai que ma première perception, j'étais un joueur, j'étais gamer depuis très longtemps. Et ma première réaction, ça a été de dire oh bah ça peut être marrant. C'est un petit truc, mais genre très on va dire un sujet anecdotique, un petit truc très anecdotique, le jeu vidéo. Moi j'adorais ça, je jouais, j'avais déjà passé des nuits sur Civilization, sur Heroes and Might and Magic 2 et 3, enfin vraiment et sur plein d'autres jeux, mais je me disais bah c'est anecdotique, je vais écrire des petits trucs. Et puis mais très vite j'ai commencé à regarder ce qu'était le jeu vidéo au-delà de l'aspect purement gamer. Il y avait déjà des sites comme Gamasutra qui existaient à l'époque et là Gamasutra, le truc c'est ah merde, il y a de la création dans le jeu vidéo, il y a quelque chose de l'ordre du processus de création, il y a de la réflexion autour du jeu vidéo, il y a des game designers, il y a une histoire, alors, je savais déjà qu'il y avait une histoire, mais il y a du recul. Voilà, et je me suis dit oh merde, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que c'est pas le petit truc anecdotique où je vais avoir à écrire 500 ou 1000 signes par semaine, tout ça. Non, c'est un vrai sujet, il y a des choses à faire. Et en plus, c'est fascinant, c'est quelque part, c'est un terrain journalistiquement vierge. Il y avait de la presse spécialisée, mais on sait très bien que la presse spécialisée, ça a été une presse et puis ça a été une presse de gamers, une presse de passionnés. Il y a eu des très belles choses. Je ne dénigre pas du tout tout ce parcours-là, mais c'était vraiment un terrain journalistiquement vierge. On pouvait inventer des formes, on pouvait inventer une manière de parler du jeu vidéo, on pouvait créer quelque chose. Et là, du coup, je me suis dit waouh, c'est bon, on m'a offert un super cadeau. Allez, je vais me lancer dedans. Et du coup, tu peux nous parler un petit peu de la genèse du bouquin, que tu as eu l'idée quand exactement d'écrire sur l'histoire, parce que du jeu vidéo c'est quand même un vaste sujet. Ouais, c'est un vaste sujet. Alors pour raconter l'histoire, c'était fin 2010. C'est La Martinière j'ai reçu un mail d'une éditrice à La Martinière qui me dit voilà, on aimerait un livre sur les jeux vidéo. Mais il n'y avait pas de cahier des charges. C'est vrai que, alors c'était déjà le point positif, c'est un éditeur comme La Martinière, qui est quand même un éditeur installé, un grand éditeur, qui se dit on veut un livre sur les jeux vidéo. Et presque la contrainte qui était, c'est on veut des images. C'est un éditeur de beaux livres, donc les images de jeux vidéo, ils se sont rendus compte que c'était rentré dans la culture populaire, il y avait une culture visuelle énorme dans le jeu vidéo. Et voilà, si tu pouvais faire un livre sur les jeux vidéo avec des images. Alors, j'en avais, je caricature évidemment un peu le discours, mais j'en avais déjà fait un chez Calman Levy en 2003-2004, c'était l'année du jeu vidéo, qui avait été un peu
difficile parce que j'avais eu à retester 180 jeux et à faire 180 textes pour 2 jours. Non, mais en quelques mois, mais c'était une expérience. J'en étais ressorti un peu dégoûté et je me dis plus jamais ça. Et finalement, je me suis dit, pourquoi pas réattaquer encore une fois ce sujet qui est l'histoire du jeu vidéo. Mais moi, j'avais des bibles. J'ai une bible à la maison, par exemple. C'est le bouquin, c'est en anglais. Il n'a pas été traduit. C'est de Stephen Kent qui s'appelle The Ultimate History of Video Games et qui est un livre extraordinaire sur tous les rouages, ce qui s'était passé à l'intérieur de l'industrie du jeu vidéo. Et ça m'avait vraiment fasciné. Mais je voulais pas faire ça. Moi, je voulais plus que les lecteurs puissent avoir un peu comme un effet flipbook où on prend la première page, on déroule et puis on se rend compte de la progression, la progression des images, et puis on s'arrête à un endroit et puis on lit le texte qu'il y a autour de l'image qui nous a interpellés. C'est pour ça que je me suis dit, je vais revenir sur l'histoire du jeu vidéo, mais plus concentré sur les jeux eux-mêmes, finalement, sur ce que les joueurs ont vécu, plus que sur ce qui s'est passé dans l'industrie elle-même. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas un travail d'historien, un petit peu, parce qu'il faut faire des recherches, mais c'est plus voilà, qu'est-ce que le jeu vidéo a proposé à travers les âges aux joueurs. Et effectivement, il a fallu m'intéresser un peu au rouage aussi, parce qu'il faut expliquer, on peut pas parler de Lara Croft sans parler de l'apparition de la 3D avec la PlayStation, et puis la PlayStation, c'est difficile de parler de la PlayStation sans parler de Wipeout. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça qui ont rebondi, et finalement, je me suis dit, je me suis rappelé, c'est ce que j'écris en intro, mais c'est vraiment ça qui s'est passé, je me suis rappelé de cette espèce de sidération qui me prend dans certains jeux récents, comme Red Dead Redemption, comme... Une belle anecdote au début, en effet, où tu on est là avec la manette et puis on est vraiment en voyage, on est vraiment téléporté quelque part, enfin et puis à un moment tu te dis mais comment c'est possible ? Comment c'est possible qu'il y ait, en 1972, première date commerciale du jeu vidéo, il y a eu des choses avant, j'en parle d'ailleurs, mais comment c'est possible qu'en 1972, on ait eu 2 barres blanches d'un côté de l'écran avec tut, et à peine 40 ans plus tard, on est Red Dead Redemption. Et je me suis dit, voilà, essayez juste de répondre à cette question, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Et voilà, ça a été un peu l'idée de départ du projet. Et puis voilà, c'est à peu près le processus qui a amené à cet ouvrage. C'est vrai qu'au début, il y a une belle anecdote. Donc tu racontes un petit peu une expérience de jeu dans Red Dead, où tu vois genre un superbe cadre de décor. T'es tout en haut en fait d'un point de vue. Et là, tu cabres ton cheval. Et genre là, t'as le soleil, la plaine immense, etc. Et c'est vrai que c'est toujours un truc qui a fasciné. Moi, étant gamin, c'était le côté, genre, t'avais une petite boîte comme ça, et c'était un univers dans lequel tu pouvais te plonger complètement. Et genre, autant il y a 20 ans, il fallait quand même pas mal faire jouer son imagination. Aujourd'hui, c'est quasiment plus le cas. Genre, t'as tout à l'image, quoi. Visuellement, c'est incroyable. Mais ce qui est vachement marrant, c'est que de se rendre compte aussi que, finalement, oui, à l'image, la différence est monstrueuse. Mais, en exagérant un petit peu, mais pas tant, je me dis, si on parle avec des joueurs, le fait de parler avec des joueurs pour qu'ils racontent leur partie de jeux vidéo, entre une partie de Pong et une partie de Top Spin 4, si on prend les joueurs 2 heures plus tard et qu'on leur dit mais raconte-moi ta partie, ils vont raconter la même chose. Ils vont s'être intégrés dans le jeu. Je pense à l'époque quand on était dans Pong, oh là là, je lui ai fait un retour, j'ai pris un angle pas possible et il était à l'autre bout du terrain, il a rien pu faire, la balle est passée, j'ai marqué le point. Est-ce que la personne parle d'une partie de Top Spin 4 ou elle parle d'une partie de Pong ? Et finalement, voilà, c'est ça, cet imaginaire qui est lié aux jeux vidéo. Quelqu'un qui racontait sa partie de Final Fantasy 4 et une partie d'un Dragon Quest beaucoup plus récent ou d'un Final Fantasy beaucoup plus récent, finalement, la manière de raconter sera... On sait pas. Oui, enfin, il y a dans un cas, t'auras le mec qui aura un petit peu sublimé ses feelings, ses souvenirs, et dans un autre, il y aura... Enfin, je vois ce que tu veux dire, mais ayant joué par exemple à plusieurs Final Fantasy, non, j'aurais beaucoup plus de choses à dire sur les récents, enfin, peut-être pas sur le 13, mais sur le 12, j'ai vécu beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'aventures, de trucs
fou, épique que sur les 4. Mais c'est aussi ce qui crée cette passion du rétro gaming. Ouais. Le jeu vidéo amène des expériences de jeu incroyables et maintenant aujourd'hui un joueur qui se rappelle de ses premières parties sur Super Metroid, il voit pas les pixels, il voit pas la définition de l'écran qui était quand même pas géniale. Il a le souvenir de son expérience de jeu et c'est là où j'ai trouvé intéressant de toute façon de parler de tous ces trucs qui ont pu marquer les joueurs dans leur histoire du jeu vidéo. Voilà. Et c'est vrai que visuellement, t'avais aussi quand tu parlais d'évolution, etc. Quand tu te replonges sur des visuels comme ça, genre les gros pixels, de Space Invaders, t'as un attachement à ce type de graphisme qui est juste hallucinant. Et tu te dis tu peux jouer autant un titre sorti en 1978 qu'un titre sorti aujourd'hui, tu auras encore le même plaisir, mais juste à un degré différent. Mais les graphismes finalement ont assez peu d'importance. C'est de l'expérience, le gameplay proposé, et également visuellement c'est super beau du pixel quoi. Et moi ça me fait toujours plaisir tu vois d'avoir des visuels énormes où tu vois un tableau de Kubert par exemple, et c'est je sais pas, il y a un truc qui dépasse le concept de nostalgie, et ça vraiment créé une sorte d'échelle graphique, quelque chose de l'ordre de l'art quoi, réellement qui visuellement te touche sans pouvoir savoir exactement dire pourquoi. Et moi j'aime bien ça, de pouvoir me replonger là-dedans. Je trouve ça très agréable. Ouais, alors je vois. J'ai pas joué les vieux cons, tu vois. Non, pas du tout. Mais par contre, quand tu dis que c'est quelque chose qui va au-delà de la nostalgie, je suis pas vraiment sûr. Hein. C'est vrai que ça évoque des feelings qui font plaisir quand tu regardes des images comme ça, quand tu vois des jeux sur lesquels t'as passé beaucoup de temps. Comme ça, regarde, ce tableau là derrière, tu envoies un petit mot, merci pour la galerie AOG qui nous a fourni tous ces tableaux, magnifique. Qui est magnifique. Je peux avoir un tableau de la même taille dans mon appart comme ça, je suis content. Juste avec. D'accord, mais parce que ça, Thierry, c'est aussi lié c'est pas que lié à ton expérience de jeu, c'est aussi lié à une époque. C'est lié à une esthétique. Je sais pas. Oui, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, souvent on associe les jeux sur lesquels on a passé du temps quand on était petit à une époque aussi, une époque où quand tout simplement t'étais enfant, donc t'avais beaucoup moins de problèmes, beaucoup moins de responsabilités, t'avais la belle vie. T'associes un petit peu ce bien-être de l'époque, cette insouciance aux jeux vidéo sur lesquels t'as passé du temps. Je te dis ça parce que quand j'étais petit, je prends un exemple, Phantasy Star, c'était l'aventure, c'était le grand kiff. Phantasy Star 1 et 2 sur Master System et Mega Drive, c'était le grand kiff. J'y ai rejoué il y a pas si longtemps que ça. Déjà à l'époque, j'avais mis 6 mois, 1 an pour les terminer, parce qu'à l'époque les jeux mettaient du temps à les terminer. Là, je les ai tués en 4 jours. Et les graphismes, ils étaient dégueulasses. Non mais, tu vois, je kiffais bien l'histoire, Alice, Rudo, tout ça, ça faisait plaisir. Mais c'était dégueulasse. Et je me souvenais parce que je le connaissais pratiquement par cœur. Je me souvenais, ah oui, ça m'avait fait kiffer, ça m'avait fait kiffer. Mais j'étais pas non plus dans un trip, il a carrément pas vieilli. Tu prends Chrono Trigger, t'en parles aussi dans le bouquin. Oui, non. C'est beau. Tu prends n'importe quel screenshot, t'en fais un tableau comme ça, je le mets dans mon genre. Je remplis mon appart de screenshots de Chrono Trigger, mais sans problème, quoi. Si j'étais seul, mais c'est pas le cas. Et puis sinon, on va parler un petit peu, justement, il y a plein de jeux, t'as dû faire des choix automatiquement. Et moi, la grande question un petit peu sur ce type de bouquin, je me mets à ta place et je me dis, tu dois avoir sans doute à un moment donné un truc difficile, entre ton histoire personnelle, ton propre vécu en tant que gamer, où tu veux mettre en avant des jeux qui t'ont touché personnellement, et les jeux qui appartiennent réellement, entre guillemets, à la grande histoire du jeu vidéo, qui ont marqué pour des raisons concrètes. Comment est-ce que tu as fait tes choix? Est-ce que tu as dû mettre de côté certains titres qui, toi, t'avaient bouleversé, mais finalement font plus partie de ton expérience à toi plutôt que de la grande histoire? Ça a été compliqué? Ça n'a pas été si compliqué que ça, on va dire, jusque la fin des années 90. Jusque la fin des années 90. La sélection est très naturelle. C'est-à-dire qu'on a les jeux, les premiers jeux qui sont, les Pong, Pac-Man, Donkey Kong, Space Invader. Voilà, ils viennent c'est évident quoi. On peut pas passer à côté. Une période 16 bits comme l'Amiga, ça devient beaucoup plus compliqué. T'as une quantité hallucinante de jeux. Pas tellement à partir du moment où j'ai voulu
faire ressortir les jeux qui avaient marqué, qui étaient des pierres angulaires dans l'histoire du jeu vidéo. À partir de ce moment-là, c'est les jeux qui ont eu une influence après. C'est les jeux qui ont été les premiers. Dune 2, Civilization, c'est Alone in the Dark, ou les jeux LucasArts sur Maniac Mansion, et j'ai parlé de tous les jeux LucasArts de l'époque aussi. Avant les années 2000, les choses sont assez évidentes. Hein. Soit c'est l'influence qu'ils ont eu après, soit c'est des évidences même. Street Fighter 2, enfin il y en a, les noms il y en a plein. Après les années 2000, c'est vrai on peut rentrer plus dans la subjectivité. C'est même s'il y a déjà des choses qui sont de l'ordre de l'évidence, Ico, enfin les jeux de Fumito Ueda, les GTA, enfin, on peut pas passer à côté. Automatiquement eu des problèmes à un moment donné, c'est-à-dire genre moi par exemple j'ai écrit un bouquin de ce type-là, je parle de Super Bomberman. Ensuite on pourra arguer genre bah non, ça fait pas vraiment partie de la grande histoire du jeu, j'en parle. Ce jeu-là j'ai joué pendant 10 ans. Il y a automatiquement à un moment donné, il y a un jeu qui t'a posé problème, et t'étais là genre il faut que je le mette mais je peux pas. Il y a des choses, des attachements particuliers. Par exemple, je m'en suis presque rendu compte à la fin, on est à la 8e relecture, non, dès la première d'ailleurs, que j'avais pas parlé de Michel Ancel. Je me suis dit merde. Enfin, j'adore ce qu'il fait. Je suis un grand fan de Beyond Good and Evil. J'aime bien Rayman. Enfin, et bah merde, il est pas là. Il faut que je me fasse à cette idée. Et parce que dans ma construction, je disais des influences, des choses comme ça. Il est pas rentré dedans, même si ces jeux sont importants en tant que tels. Il est pas, j'ai pas naturellement, je l'ai pas mis. Les jeux d'Éric Viennot, dont je suis très fan aussi. Alors j'en ai parlé un peu dans ma conclusion des jeux d'Éric Viennot, de In Memoriam par exemple. Voilà, mais il rentrait pas In Memoriam si je l'avais mis dans la grande histoire du jeu vidéo. Ça aurait été un peu au chausse-pied, quoi. C'est voilà. Mais il y a eu des choix à faire, mais quelque part, quand j'ai travaillé sur le sommaire, il y a beaucoup de choses qui ont été de l'ordre de l'évidence. Ok. Et quel a été le jeu dans tous ceux-là que tu as, parce que t'as quand même pas mal gratté, est-ce qu'il y en a un où l'écriture du texte a été un vrai bonheur? Ah oui, il y a Pac-Man. Ah ouais, Pac-Man, parce que pour moi, Pac-Man, c'était une boule jaune, un labyrinthe des fantômes. J'aimais beaucoup. Hein. Plus il y a les rééditions, les Championship DX. Enfin, c'est des choses qui sont délirantes. Mais je voulais revenir sur la création du premier Pac-Man et j'ai découvert. Enfin, j'ai tout découvert. J'ai découvert Pac-Man à l'occasion de ce truc, parce que Pac-Man, bon, c'est pas que j'étais particulièrement nul, mais je sais pas si vous avez déjà passé le 4e niveau ou mais bon, moi non. Enfin, Je pense que oui. Mais pour moi, Pac-Man, c'était tout le temps un peu la même chose. Ça accélérait, mais c'était tout le temps la même chose. Découvrir que à partir du niveau 19, on peut plus manger les fantômes. Parce que le temps, mais voilà, quand on mange une pastille, à chaque niveau, le temps où les fantômes sont mangeables diminue. Et à partir du niveau 19, les fantômes ne sont plus mangeables. À partir du niveau 21, Pac-Man arrive à sa difficulté maximum. C'est-à-dire que c'est rapide, les fantômes sont plus rapides que Pac-Man, et ils sont plus mangeables. Donc là, il faut s'accrocher. Il y a un score maximum unique. C'est-à-dire que vu qu'il y a 256 niveaux, je crois, je me rappelle plus, il y a 256 niveaux, si on mange les 4 fantômes avec chaque pastille, si on arrive à manger les 4 fantômes avec chaque pastille, tant qu'on peut les manger, et si on mange toutes les pastilles, et si on finit, il y a un score unique de fin de niveau. Ou alors le fait que il est mis 18 mois à être designé. En fait, c'était déjà la première fois où il y avait un travail de game design. C'est parce que le créateur, dont je me rappelle jamais son nom, tiens, file-moi parce que je vais trouver. C'est honteux. Autrement, voilà, Iwatani, ça a été un des premiers vrais game designers, parce que c'était pas vraiment un technicien. Donc il a bossé avec des techniciens, et lui, il avait un peu le jeu dans sa tête. Bref, j'ai trouvé que pour un jeu comme Pac-Man, qui était quelque chose de très très simple, par exemple, que les fantômes avaient leur intelligence artificielle et leur caractère propre. Enfin, c'est plein de choses qui ont été, et je suis allé sur les sites de Super Player qui t'expliquent comment, en fonction de la position d'un fantôme par rapport à la position de Pac-Man, tu vas à gauche ou à droite parce que lui, il va aller à gauche.
Enfin, ça a été vraiment passionnant. Je me suis éclaté sur l'écriture de Pac-Man. Ok. Voilà. Merci beaucoup d'être passé, de nous avoir parlé de ton bouquin. On remercie aussi Marcus, même s'il n'est pas là. Ouais, un petit mot vite fait sur le bouquin de Marcus. Donc, nos jeux vidéo coécrit avec Philippe Kiefer. D'accord. C'est ça. Et puis il a été aussi aidé de MO5, la sauce, tout ça. Et juste, c'est de 70 à 90. Hein. Ouais. Et donc, va y en avoir d'autres qui vont sortir. Et notamment, donc, il va s'attaquer à la période PlayStation et sa domination dans le monde sur le marché du jeu vidéo. Donc ça risque là aussi d'être super intéressant. Mais c'est bien, on a plein de lectures pour l'hiver. Donc encore merci Erwan d'être passé. Merci. D'avoir partagé un petit peu justement tes expériences sur ce bouquin. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life. Ciao tout le monde.